journée webinaire 2025. Alors, on est ce soir sur un sujet, sur le sujet donc les bases de l'homéopathie. Donc, je rappelle juste que c'est un cours niveau 1. Et puis, pour les personnes qui ont déjà des connaissances, ce sera peut-être un peu répétitif. Donc, je vous laisse choisir si vous êtes libre de partir quand vous voulez. Alors, voici le sommaire de ce soir. Donc, on va voir toutes les choses utiles autant au niveau, alors c'est clair, les principes de l'homéopathie. On va voir donc la loi de similitude, les différentes méthodes de dilution, que ce soit les DH, les CH, les K. On va aussi un tout petit peu parler des LM. On va également parler des règles de dilution et les posologies, souvent qui posent problème. Parfois, j'entends, mais j'ose pas donner parce que je connais pas. Donc, avec ces petits tips qu'on va avoir ce soir, après, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise pour prescrire au quotidien. On va voir la différence aussi entre les maladies aiguës et les maladies chroniques, parce qu'on voit aussi que pour la maladie chronique, on va plus travailler sur un remède de fond, tandis que dans l'aigu, on va plus partir sur un remède satellite qu'on peut facilement détecter en posant des questions utiles et fondamentales. On va voir les lois de Hering, que vous connaissez peut-être certainement si vous avez déjà fait de l'homéopathie, et puis encore d'autres notions qu'on va aborder tout au long de la soirée. Alors, on part sur les principes de l'homéopathie. Donc, l'homéopathie, c'est 3 critères qui sont indissociables. Le premier, c'est la relation de similitude. Le deuxième, c'est l'individualisation. Et puis, le troisième, c'est la dilution et la dynamisation, qui sont une synergie ensemble. On va donc détailler ces 3 points par les prochaines slides. Donc, l'homéopathie, elle utilise la propre énergie du sujet et la stimulation de ses défenses naturelles. Donc, c'est vraiment une auto-stimulation. Et puis, le but, c'est de rechercher l'équilibre. En homéopathie, on parle d'homéostasie. On devrait être c'est vraiment comme sur un fil, on est en équilibre. Et puis, si on tombe, il faut revenir à l'équilibre. Alors, le premier point, c'est la relation de similitude. C'est cette fameuse phrase latine qui veut dire « le semblable se guérit par le semblable ». Donc, vous avez ici une jolie petite photo qui est très explicite. On a un joli petit bonhomme en bonne santé qui mange une plante, apparemment une plante toxique, peut-être de l'aconite ou de la belladone. Elle voilà tout malade. Et ce même monsieur tout malade, s'il prend la même plante, mais en dilué, il va guérir. Donc, c'est ce qu'on appelle exactement la relation de similitude. L'effet secondaire du remède sur un malade provoque un effet curatif. Et ça, donc c'est l'aphorisme 29, c'est ce que vous retrouvez dans l'organon, dans la Bible de Hahnemann. Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Le deuxième point, c'est l'individualisation. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie? Il disait « je soigne des malades et non des maladies ». Cela veut tout dire. Donc, chaque patient, il est différent et puis il aura besoin d'un remède qui lui est propre. Donc, pour une même indication, si on prend les maux de gorge, on peut être 10 personnes à avoir des maux de gorge, on aura peut-être chacun un remède différent parce qu'on va avoir notre mal de gorge qui va être différent. Il va être peut-être latéralisé à gauche, à droite. Peut-être qu'un d'entre vous sera amélioré en buvant du froid, une autre personne, ça sera en buvant du chaud. Et tous ces critères de modalité vont nous aider à trouver le remède le plus personnel pour la personne. Et on parle de symptômes rares, bizarres et particuliers, les RBP. Et puis ces RBP, ils ont une haute valeur hiérarchique, ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup d'importance parce qu'ils sont justement individuels. Et chaque remède que vous trouvez dans la matière médicale, ils ont ce qu'on appelle un kénote, un symptôme qui est rare, bizarre, particulier. Alors, par exemple, si vous prenez Kalium Carb, quel est son kénote? Il a la sensation que son cœur il est suspendu au bout d'un fil. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais quand le patient il vous le dit, ça va nous faire tout de suite penser au remède en question.
Le critère lors de la dilution, eh bien, la dilution, elle est importante parce qu'elle évite l'effet toxique. Et d'ailleurs, justement, Hahnemann, il a commencé, au début il a commencé à réduire de plus en plus les doses jusqu'à juste arriver à des dilutions que l'on va voir élevées où il n'y a plus de matière. Et puis en fait, il remarqua que l'avantage, c'est qu'en augmentant les dilutions, eh bien, l'effet toxique, naturellement, diminuait, mais ça ne diminuait pas l'effet du remède, bien au contraire. Et qu'est-ce qui fait que le remède, il est toujours aussi actif, bien qu'il soit dilué? Eh bien, c'est grâce à la dynamisation. C'est notre dernier pilier. La dynamisation, on entend parfois aussi la succussion, c'est la même chose. Donc, on va voir après les fabrications des dilutions hahnemanniennes, les décimales hahnemanniennes ou les centésimales hahnemanniennes, eh bien, en chaque dilution, on secoue 100 fois le flacon. Et c'est ceci qui va permettre de donner de la force, de la puissance au remède. Donc, finalement, plus un remède il est dynamisé, plus il est puissant dans son action. Donc, on inverse complètement la tendance par rapport, par exemple, à l'allopathie, où plus c'est dosé, plus c'est efficace. Donc ça, cette dynamisation, elle repose elle est liée donc à la mémoire de l'eau. Ça a été passablement étudié à l'heure actuelle. Et il y a si ça vous intéresse, il y a des livres de référence sur ce sujet. Il y a notamment Marc Henry, peut-être que vous avez déjà entendu, qui est décédé dernièrement. Et lui, il a écrit un magnifique livre sur ce sujet, Science, homéopathie et physique des hautes dilutions. Les secrets de l'eau enfin dévoilés. Si vous voulez un peu approfondir le sujet, ça vaut vraiment la peine de vous pencher sur ce livre. Il y a aussi Jacques Benveniste, qui est ce médecin français qui a fait aussi un livre sur Ma vérité sur la mémoire de l'eau. Il a beaucoup étudié le sujet. Et puis, on a également Luc Montagnier, que tout le monde connaît, puisqu'il avait eu un prix Nobel, c'était le spécialiste du sida, qui est décédé en 2022. Eh bien, lui aussi, il a étudié cette mémoire de l'eau. Donc, voici une petite slide qui est résumée pour dire que la dilution, elle réduit le nombre de molécules de la substance et la dynamisation, elle augmente le taux vibratoire, ce qu'on appelle la fréquence. Et c'est le fait qu'il y ait ces deux paramètres associés qui provoquent une synergie et qui fait que le remède sera hautement efficace. Alors, Samuel Hahnemann, notre fondateur de l'homéopathie, il a publié en 1810 la première édition de l'Organon. Il y a eu 6 éditions, l'Organon. La première édition, donc, dedans, il décrit, c'est une espèce de bible, c'est aussi par paragraphe, on appelle ça des aphorismes, mais c'est vraiment décrit par paragraphe. Et chaque fois, il décrit ce que le médecin doit faire pour être un bon homéopathe. Donc, il va parler de la consultation, comment il faut observer le malade. Il va aussi justement décrire les dilutions, les conseils par rapport aux répétitions. Tout ce qui concerne les bases fondamentales de l'homéopathie se trouve dans ce livre. Alors, c'est clair que ce n'est pas évident à lire parce que il est écrit en allemand puis traduit, mais c'est du vieux allemand ou du vieux français, ce qui fait que ce n'est pas évident à lire. On ne va pas le lire comme un roman du début à la fin, mais par contre, c'est très intéressant de prendre des paragraphes bien précis où il va parler d'un sujet. Alors, on pourrait parler toute la soirée de Samuel Hahnemann parce qu'il a une vie passionnante. Il a eu, en plus d'avoir développé cette magnifique thérapie, il a eu 11 enfants. Il était marié 2 fois. Il a eu 11 enfants avec sa première femme, Henriette, qui était allemande. Et puis, il s'est marié une deuxième fois avec Mélanie, qui était une aristocrate française. Il l'a mariée lorsqu'il avait 80 ans. Elle en avait 30. Donc, je vous laisse faire le décompte du nombre d'âges de différence en demi-siècle. Et elle était follement amoureuse de Hahnemann. Il paraissait apparemment pas son âge. Alors, apparemment, l'homéopathie serait une bonne méthode aussi de conservation.
Et dedans, alors pour en revenir à l'organon, eh bien dedans, il décrit justement ces principes de dilution, les DH, les CH, et puis on va aussi un tout petit peu parler des LM qui sont plus dilués, c'est dilué au 1/50 millième. Et là, il le décrit justement dans sa dernière édition, donc la 6e édition de l'organon. Alors voilà les CH, ce qu'on appelle les centésimales anémaniennes. Donc les homopathes, ils utilisent principalement les dilutions qui sont notées là, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 30, 200. Après, on a encore 1000 CH qui peut être donné. Bien sûr qu'entre deux, on a plein de chiffres. Simplement, ces autres dilutions, elles sont jetées parce qu'on ne peut pas tout garder. C'est énorme. Là, je ne sais pas si quelqu'un a déjà été visiter la Dilutek à Schmidt-Magen. C'est des énormes tiroirs avec chaque fois par ordre alphabétique des souches et puis ensuite par dilution. Donc, on n'arrive pas à garder, pour une question de place, toutes les dilutions. Et c'est les dilutions clés qui sont le plus usitées, qui sont gardées. Alors, si on doit citer une dilution clé, c'est la 9CH. On dit que c'est la dilution de référence parce que c'est une dilution moyenne, donc elle est sans risque d'aggravation, comme on va voir après les basses dilutions, il peut quand même avoir des aggravations. Donc avec la 9, vous ne risquez rien, vous pouvez toujours donner cette 9. On touche le physique ou le psychique, c'est une dilution vraiment pratique. Donc, au-delà de la 12 CH, ou on verra après la 24 DH, qui est un équivalent, il n'y a plus de molécules de la substance. Donc, on considère que la solution ne contient plus de particules actives du tout, mais seulement du solvant qui a acquis le pouvoir thérapeutique et énergétique du remède. Donc, on n'a plus de matière, mais le pouvoir énergétique prend le dessus. Et puis, je vous parle un tout petit peu de cette dilution, la 23CH, qui est ce qu'on appelle une dilution dite placebo. Alors, ce n'est pas que vraiment la dilution est placebo, parce que si vous prenez de l'arnica 23CH, ça va tout à fait agir, mais c'est que parfois, pour le patient, il a envie qu'on lui donne un remède, et puis quand l'homéopathe, il pense qu'il ne faut pas donner de remède, eh bien, on peut prescrire la souche Saccharum lactis, qui est finalement, qui est simplement une souche avec du lactose, donc du sucre de lait, et qui est mise en 23CH. Et là, il n'y a théoriquement pas d'effet sur cette souche, ce qui fait qu'elle peut être donnée justement à titre placebo. Ça, peut-être vous le voyez de temps en temps dans les prescriptions pour les... Voilà, ce soir, s'il y a des personnes qui travaillent en officine, c'est quelque chose peut-être que vous voyez passer, c'est Saccharum lactis 23CH ou 35K, il y en a aussi qui mettent encore Sacovir. Alors, le PowerPoint de ce support de cours, il va vous être donné, mais après, envoyé par Schmidt-Magen, par le bureau. Vous avez le dessin ci-dessous qui représente comment ça se passe pour fabriquer une dilution centésimale. Donc, on part d'une teinture mère et puis on va prendre une goutte de teinture mère que l'on va diluer dans 99 gouttes de solvant et on va agiter 100 fois. Il va y avoir justement cette dynamisation et c'est comme ça qu'on va arriver à la 1CH. Pour faire la 2CH, eh bien, on va reprendre une goutte de la 1CH dans 99 gouttes de solvant que l'on va de nouveau dynamiser 100 fois pour arriver à la 2CH. Ce qui explique que l'homéopathie est effectivement très diluée. Alors maintenant, on va voir le même principe avec les DH. Les DH, donc c'est les décimales anémaniennes. Donc c'est exactement le même principe que les CH. Simplement, on prend une goutte de teinture mère et puis on va simplement diluer dans 9 gouttes de solvant, 9 gouttes de teinture mère. On va dynamiser la même chose et on va arriver donc à la 1DH. Pour arriver à la 2DH, on va prendre une goutte de la 1DH qu'on va mettre dans 9 gouttes de solvant. On va dynamiser 100 fois, on arrive à la 2DH. Donc, on voit bien que les DH sont beaucoup moins dilués que les CH.
Ce qui fait que dans la 1DH, on a encore 10% de principe actif, donc de teinture mère. Et puis, c'est ça que je veux vous sensibiliser, eh bien, c'est que quand il reste 10% de teinture mère, c'est une action quand même qui est proche de la phytothérapie et qu'il faut être conscient qu'il peut encore avoir, donc il y a encore la toxicité de la plante. Donc, si vous prenez de la plante ou de la souche, si on prend une souche minérale, par exemple avec du mercure ou de l'arsenic, et puis que vous la donnez en 1DH, eh bien, c'est encore mortel selon le dosage que vous allez donner. Donc, pour vous référer, et comme si en tout cas vous êtes en officine, c'est vous qui êtes responsable, donc en fonction de ce qui est prescrit. Donc, si un thérapeute, un médecin, il prescrirait quelque chose qui serait toxique, il faut être quand même conscient d'aller vérifier dans cette liste Swissmedic, la liste qui s'appelle SHA, vous pouvez la télécharger sur le site Swissmedic. Et puis, elle permet de connaître la première dilution autorisée en liste D. Donc, il y a des choses qui peuvent parfois vous surprendre, mais par exemple, si on prend la teinture mère d'Elcholzia, eh bien, on pourrait théoriquement pas la donner en teinture mère sans prescription médicale. Donc, je vous encourage, que vous avez un doute en tout cas, d'aller consulter cette liste. Et puis maintenant, on va voir le système de dilution korsakovienne. Donc là, ce n'est pas Hahnemann qui l'a mis en place, mais c'est ce charmant monsieur que vous voyez là sur la photo. Donc, c'est Semyon Korsakov, donc c'est un médecin russe. Et puis, c'est lui qui a donné donc, son nom à ce système de dilution qu'il a inventé. Donc, comment est-ce qu'il fait, Semyon Korsakov? Eh bien, il se contente de vider simplement le flacon utilisé après chaque dynamisation avant de le remplir de solvant. Ce qui veut dire qu'il considère qu'approximativement 1/100 du volume initial est resté accroché aux parois. Donc, on pourrait considérer que 1 K, c'est égal à 1 CH. Et Hahnemann, de son vivant, il a donné son approbation à Korsakov. Il le considérait vraiment comme un ami, Korsakov. Et il lui a donné son approbation concernant cette méthode de dilution. Donc, et maintenant, en tout cas en Suisse, si vous regardez les prescriptions, eh bien, il n'y a pas simplement de dilution korsakovienne qui sont prescrites. On va justement après voir un peu les différences, quand est-ce qu'on donne une CH, quand est-ce qu'on donne une K. Ça va vous permettre aussi de mieux situer. Donc là, vous avez une petite slide de résumé avec les différentes dilutions. Donc, c'est DH décimales hahnemanniennes qui sont diluées au 1/10. Les CH, donc les centésimales hahnemanniennes qui sont diluées au 1/100. Ensuite, on passe à ces dilutions korsakoviennes, K, qui correspondent à 1/100 également, mais qui est avec la méthode du flacon unique. Il n'y a pas chaque fois comme Hahnemann où il y a un nouveau flacon. Et puis, on a les LM ou les Q que vous peut-être voyez passer, mais moins souvent. Eh bien, LM, on voit plutôt en Suisse romande. Q, on voit plutôt en Suisse alémanique, parce que là encore, on a en fonction des régions, eh bien, en Suisse romande, on a plutôt la culture française au niveau homopathique, et puis on parle de LM. Au final, c'est la même chose, c'est les deux des quinquagéntes millésimales, donc c'est des dilutions qui sont diluées au 1/50 millième. Alors ça, ce n'est pas des dilutions, si vous débutez en homéopathie, ce n'est pas des dilutions qui sont tellement intéressantes au début, parce que c'est plutôt des dilutions qui sont réservées aux praticiens, pour la bonne raison qu'on va les donner dans des cas bien précis. Lorsque, par exemple, la personne elle a une très faible énergie vitale, donc ça peut être une personne qui est en oncologie, par exemple, ou alors une fin de vie, ou bien une personne qui sera très âgée et qui sera quand même très affaiblie. Donc, c'est des cas bien précis. Donc, ça, on laisse plutôt au thérapeute le choix de ces dilutions LM. Donc, si on compare un petit peu les CH et les K, on a vu au niveau de la méthode de fabrication, et bien maintenant, regardons un petit peu au niveau des effets. Alors, on dit que les dilutions hahnemanniennes, elles sont douces, elles sont respectueuses, elles sont d'action plus lente. Donc, si on les compare à des korsakoviennes, elles seront plus percutantes et plus puissantes.
on va plus facilement les donner, les corsacovènes, pour débloquer des anciens symptômes. Peut-être que vous le voyez aussi, par exemple, on les voit beaucoup dans les isopathiques ou quand on doit justement drainer des vaccins. C'est là qu'on va remonter dans le temps, hein, on va agir d'une manière antéchronologique. Et là, les corsacoviennes sont très appropriées. Donc, dans le doute, j'ai envie de vous dire, si vous commencez, que vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, vous pouvez tout à fait commencer avec des CH. Alors maintenant, on va un tout petit peu parler de la mission du laboratoire. La mission du laboratoire, eh bien, il y en a beaucoup. Donc, le laboratoire Schmidt-Nagel, hein, il a été fondé par Pierre Schmidt, hein, qui était un médecin homéopathe, et puis Dora Nagel, son épouse, qui, elle, était pharmacienne. Donc, cela faisait aussi un bon duo synergique. Donc, le laboratoire, à l'heure actuelle encore, il renonce à l'industrialisation, hein, au profit d'une méthode artisanale, parce que ça a vraiment toute son importance en homéopathie. Autant ça n'est peut-être pas important selon l'allopathie, ou c'est que ça n'a pas d'importance, mais dès qu'on travaille l'énergétique, eh bien, la méthode artisanale a tout son sens. Et au niveau des plantes, eh bien, on entend souvent, on nous demande souvent, est-ce que vos teintures mères sont bio? Alors, c'est malheureusement pas possible de faire que du bio, pour la bonne et simple raison qu'on a beaucoup de plantes sauvages. Et puis, les plantes sauvages, eh bien, elles sont prélevées directement dans leur biotope. Elles ne peuvent pas avoir l'appellation bio, mais le fait qu'elles vivent dans un environnement sauvage font que, j'ai envie de dire, elles sont presque mieux que le bio. Donc, voilà, c'est vrai que les appellations, on ne peut pas toujours s'y fier. Donc, on fait tout ce que l'on peut. Donc, Schmidt-Nagel a aussi un jardin. Il essaie justement, parce que maintenant, il y a de plus en plus de souches qui sont difficiles à obtenir. Les plantes, ça varie beaucoup, hein. Des fois, il y a des teintures mères en rupture, parce qu'on est bien sûr dépendant de la nature. Donc, si selon le mois de l'année, ça ne correspond pas à la cueillette, eh bien, on ne pourra pas refaire de la teinture mère avant l'année d'après. Ce qui explique des fois des ruptures qui peuvent durer quelques mois. Alors, comment le laboratoire fabrique-t-il ces remèdes? Je ne sais pas si vous avez déjà été visiter justement le laboratoire. Si ça n'est pas le cas, hein, vous allez sur le site le Schmidt-Nagel et vous trouvez qu'il y a des visites qui se font plusieurs fois par année. C'est la meilleure méthode de connaître comment cela se fabrique. Donc, comment est-ce que les employés qui travaillent, c'est vraiment des petites fourmis, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le liquide d'imprégnation et puis elles vont déposer 3 gouttes dans ce sachet en papier à usage unique, hein, et puis elles vont agiter pour que les granules soient toutes imprégnées du liquide d'imprégnation. On va laisser sécher et puis ensuite elles vont mettre directement dans le tube de granules. Donc tout se fait encore à la main. Donc comme vous passez une commande peut-être un peu vers 15 heures, hein, et que ça part à 16, eh bien c'est encore fait de cette manière-là, ce qui explique qu'elles ont beaucoup de travail, surtout avec les départs en fin de journée, hein. Et pourquoi cette méthode artisanale est-elle nécessaire? Eh bien, c'est ce que je vous disais, la qualité énergétique, elle est vraiment très importante. On peut, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, hein, vous pouvez aller voir sur Internet les photos Kirlian, c'est une mesure électrophonique, hein, et puis elles sont réalisées à partir de gouttes de liquide d'imprégnation. Puis ça permet de visualiser vraiment cet halo lumineux, hein, qui ressemble à un aura de couleur. Donc, quand il y a la goutte d'imprégnation qui est prise en photo, eh bien, il y a un halo qui est tout autour. Et puis, en fonction de la grandeur du halo, eh bien, on sait plus le halo est grand, plus on sait que c'est un remède énergétique. Ça veut dire qu'il a été fabriqué d'une façon artisanale. Et c'est là qu'il y a tout son sens. On peut vraiment le photographier, le visualiser si un remède est très énergétique. Voici encore une méthode de contrôle, hein. On contrôle au bleu de méthylène pour être sûr que toutes les granules elles sont imprégnées. Et bien avec le bleu de méthylène, c'est facile de contrôler.
Alors, on va passer maintenant aux règles de dilution. C'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, règles de dilution et posologie, hein, c'est ça qui nous est utile au quotidien. Alors, voilà un petit schéma qui va résumer. Je vois qu'il y a eu un décalage qui s'est fait par rapport à le 200CH, c'est mal placé, il doit être tout à l'autre bout, à droite. Je regarderai pour qu'il change ça avant de vous l'envoyer. Donc, à gauche, on a les basses dilutions 5, 7CH. Au milieu, on a ces moyennes dilutions que l'on considère donc entre la 9 et la 12 CH. Et puis les hautes dilutions entre 15, 30 et voire très haute dilution, 200 voire 1000 CH. Donc, si on repart à gauche, eh bien, dans nos basses dilutions, on va donner des basses dilutions pour des symptômes locaux et non pas psychiques comme c'est écrit parce que c'est aussi décalé. Je suis désolée, je pense qu'on a un problème entre… quand j'envoie le fichier, et je pense qu'ils n'ont pas le même mode chez Schmidt-Nagel, là, ce qu'ils ont. Et chaque fois, ça décale les slides. Donc, alors, sachez, on remettra en place avant de vous les envoyer. Donc, les symptômes locaux et non psychiques, donc c'est douleur locale, des hématomes, éruption. Cauchemar, il est tout à droite, il était décalé. Les moyennes dilutions, donc il y a les symptômes généraux. Les symptômes généraux, ce qu'on appelle en homéopathie, c'est la fièvre, c'est les maux de tête, c'est la constipation, la transpiration, la soif. Toutes ces questions que vous allez poser à votre patient font partie des symptômes généraux. Donc, par exemple, pour une fièvre, on va facilement donner une 9CH. Et puis, on a les hautes dilutions qui sont sur la droite. Et puis, les symptômes, c'est des symptômes psychiques où on va retrouver les peurs, les illusions, les rêves, les cauchemars, les troubles du sommeil. Tout ceci fait partie des chocs émotionnels. Eh bien, on va donner des hautes dilutions. Je suis désolée pour la présentation. Je n'ai pas vu que ça avait été bougé depuis le… Alors, voilà un petit exemple avec l'arnica. Vu que vous êtes souvent confronté à donner de l'arnica. Un enfant qui fait une chute à vélo, il a des contusions. Donc là, on est typiquement dans un symptôme local. Donc à ce moment-là, on va partir sur une basse dilution jusqu'à la 7CH. Si vous avez du 9CH à la maison, donnez du 9CH, ça ira très bien. Mais simplement, on va répéter un tout petit peu moins fréquemment que le 5 ou le 7CH. Donc là, la posologie, ça serait de 3 granules toutes les 15 minutes. On dit durant maximum 2 heures et on stoppe dès amélioration. Dès que l'enfant il ne se plaint plus, on stoppe. Et puis un exemple numéro 2 avec une haute dilution, c'est une personne qui est témoin d'un accident de voiture. Elle va avoir un choc émotionnel, donc on va aussi donner de l'arnica, qui est autant pour les chocs physiques que psychiques. Simplement, on va partir sur une haute dilution, une 30 CH, voire une 200 CH, si c'est un ancien choc, par exemple. Et puis ça, on va le donner en prise unique, parce que justement, ces hautes dilutions, elles agissent plus longtemps dans le temps. N'hésitez pas à intervenir si quelque chose n'est pas clair. Alors, différence entre une monodose et 3 granules, oui, c'est une très bonne question. Alors, théoriquement, ça ne change pas grand-chose parce qu'en homéopathie, une prise, c'est une prise. Ça veut dire qu'on donne un message énergétique au corps. Simplement, la monodose, elle a été faite justement pour les hautes dilutions et pour pas que le patient répète indéfiniment. Parce qu'on va voir après que si on répète trop souvent, ça crée une pathogénésie. Ça veut dire qu'on va de nouveau retomber dans l'aggravation du remède. C'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter au bon moment de prendre les granules et pas continuer trop longtemps. Et ces monodoses, elles ont été mises au point pour ceci, pour éviter que les gens répètent trop fréquemment. Voilà. Mais théoriquement, si vous prenez une monodose ou 3 granules, l'effet est le même. Donc, au niveau économique, on a tendance à donner plutôt des granules que la dose. Alors, voici une autre règle de dilution qui, elle, concerne aussi les basses, moyennes et hautes dilutions. Donc, les basses dilutions, ce qu'on considère 4, 5 CH, voire 6 CH, elles sont plutôt stimulantes, fluidifiantes. Les moyennes dilutions, elles sont régulatrices, et les hautes dilutions, elles inhibent, elles sont freinatrices. Donc, si on prend l'exemple du ricinus,
qui est le remède pour favoriser la lactation s'il est donné en basse dilution, et puis il va stopper la lactation s'il est donné en haute dilution. Donc, une maman qui aimerait stimuler la lactation, on va lui dire de prendre 3 granules avant chaque tétée. Et puis, au moment où elle veut arrêter d'allaiter, pour une raison X ou Y, elle recommence à travailler, eh bien, on va donner une dose en 30 CH par jour pendant 3 jours à la suite. Et ça va lui stopper la lactation. Donc, c'est là qu'on voit que la dilution a quand même une importance, surtout lorsqu'on parle de fluidifier ou d'inhiber au niveau des sécrétions. Et c'est la même chose avec l'arnica. Eh bien, on va éviter de donner une basse dilution, un arnica 5 CH par exemple, avant une opération, avant un accouchement, parce que ça aura un effet comme l'aspirine, de fluidifier le sang, et ça ne sera pas idéal pour l'intervention. Donc, soit on donne une haute dilution avant, une dose en 200 K, ou alors on ne donne rien du tout avant l'intervention, et puis on donne après. Et puis là, on va aussi partir sur une dilution qui ne va pas créer d'hémorragie. Alors, pour les animaux, oui, c'est complètement idem. Chien, chat, etc., on va donner la même chose. On va voir après, il y a simplement le lexipiant qu'il faut être prudent. Les chiens, surtout, ne supportent pas l'oxylite. Donc, on va éviter de donner des granules à base d'oxylite. Maintenant, les granules de base que vous pouvez vous commander chez Schmidnagel, c'est fait à base de saccharose, donc il n'y a pas du tout d'oxylite dedans. C'est fait uniquement sur demande. Et puis voilà encore un autre exemple pour une dilution. Donc un jeune homme se fait extraire les 4 dents de sagesse. Les basses dilutions, elles sont fluidifiantes, donc prise d'hémorragie, on va éviter. Et puis vu que c'est un acte chirurgical, eh bien c'est un choc physique mais aussi psychique. Donc là, on va plutôt privilégier une haute dilution, et notamment ces dilutions corsacoviennes qui sont percutantes. Et c'est pour ça que dans les homobox, eh bien, vous retrouvez, que ce soit dans l'homobox 1, 2, 3, 4, vous retrouvez de l'arnica en 200 K. Pour stopper, vu qu'on parle des dents de sagesse, ça peut être intéressant, pour stopper une hémorragie après avoir eu une extraction dentaire, la souche qui fait des miracles, c'est le calendula, le souci. Elle stoppe vraiment bien les hémorragies, et spécifiquement au niveau dentaire. Oui, alors 9 CH conviendrait tout à fait. Oui, c'est une dilution moyenne. Et puis, on peut tout à fait osciller déjà d'une basse dilution, une 5 CH. Calendula n'est pas une plante qui va fluidifier justement le sang, donc il n'y a pas de risque de la donner en plus basse dilution. On va juste regarder les principales formes galéniques, ça peut rendre service quand... Alors justement, il y a la monodose qui est tout à gauche, ce petit tube dose qui contient des globules qui sont plus petites que les granules. On a le tube à 4 grammes qui contient environ 100 granules dedans, donc ces granules sont plus grosses que les globules. Et puis, sachez aussi qu'il existe des flacons verts, donc de 15 grammes pour les CH ou les DH, et puis de 10 grammes pour les dilutions K, LM ou Q. Et même, là, ce n'est pas noté, mais vous pouvez même demander aussi des flacons de 30 grammes. Et c'est clair que c'est beaucoup plus économique. Un flacon de 30 grammes, ça correspond à 7 tubes et demi. Eh bien, c'est bien plus économique. Un patient qui devrait prendre sur un long terme, peut-être pas forcément un remède homopathique, mais de l'organothérapie, par exemple, qui prendrait en granules, eh bien là, c'est bien plus économique de commander le pot de 30 grammes. Ou alors aussi possibilité de commander de l'arnica, puis après, si vous avez des tubes granules qui sont vides, aussi de pouvoir remplir. Ça, c'est aussi possible. Et puis, vous avez la petite ligne en bas justement sur la composition de l'excipient. Donc, c'est du saccharose qui est d'office mis. Si vous demandez sur mesure, il y a le xylite, mais que, comme on l'a dit avant, qui est toxique pour les chiens-chats, notamment les chiens qui peuvent très facilement avoir une nécrose du foie. Donc, il faut éviter de donner cet excipient. Et puis, sur la droite, vous avez les gouttes. Les gouttes, elles peuvent être faites à base d'alcool, ou elles peuvent être faites à base de NaCl,
ou de l'eau distillée. Alors ça, c'est souvent pour les bébés. On nous demande parfois de l'eau distillée. Il n'y a pas du tout d'alcool dedans. Donc, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut juste être vigilant que la conservation est très réduite. C'est 1 mois. Et en plus, les gouttes doivent être tenues au réfrigérateur. Après, il y a plein d'autres formes galéniques qui n'ont pas été notées ici. Je pense par exemple aux suppositoires, aux triturations, les triturations, donc la poudre. Toutes ces formes galéniques, donc les remèdes homopathiques peuvent être également disponibles dans ces formes galéniques. Alors, on arrive aux posologies, aussi un point important. Alors, le mode d'administration, eh bien, en homéopathie, on parle d'une action sublinguale. Donc, idéalement, il faut justement prendre à jeun ou en dehors des repas, en tout cas la bouche propre. Parce que justement, c'est les petits capillaires qu'on a sous la langue. Donc, ça va être assimilé par ces petits capillaires qu'on a sous la langue et notamment dans la bouche. Donc, si par exemple, vous fumez, vous buvez un thé à la menthe, on dit sous la menthe, c'est simplement parce que la menthe, eh bien, c'est astringent. Donc, ça va refermer finalement ces petits capillaires qu'on a dans la bouche et l'homéopathie ne pourra pas être assimilée. C'est pour ça qu'on déconseille de fumer, de prendre un café, un thé à la menthe avant ou après la prise d'homéopathie. Maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre 2 heures. On dit une demi-heure, ce serait suffisant. Un écart d'une demi-heure est suffisant. Shina officinalis conviendrait en cas d'hémorragie. Alors oui, Shina officinalis, c'est le remède des troubles suite de perte liquidienne. Donc une femme, par exemple, qui a eu un accouchement avec beaucoup de perte de sang, eh bien on va lui donner Shina pour qu'elle récupère, notamment au niveau de la fatigue, si elle est anémiée, et ça va lui donner de la force, de la vitalité. Par contre, ça ne sera pas efficace pour couper l'hémorragie, comme on va donner du phosphorus ou l'arnica en dilution. Donc, après une fausse couche aussi, oui, alors s'il y a eu les pertes de sang importantes, on va donner Shina pour récupérer. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des granules et des globules, eh bien, on va donc laisser fondre sous la langue. Au niveau des nourrissons, alors, tout est possible avec les nourrissons, mais on conseille volontiers de dissoudre les granules ou les globules dans un petit peu d'eau qui a été précédemment bouillie et tiédie, et puis qu'on va donner par petites cuillerées ou dans son biberon, idéalement biberon d'eau. Ça, c'est tout à fait faisable. On peut tout à fait mettre les granules directement en bouche, mais c'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a toujours cette peur de l'étouffement avec le granule, donc par mesure de précaution, on dilue. Et puis les monodoses, on dit une demi-monodose avant 12 mois. Théoriquement, ça ne change rien parce que comme on a vu, c'est un message. Donc, quand on prenne une demi-dose ou une dose entière, l'effet sera le même. Mais c'est simplement qu'une dose entière à 1 gramme pour un bébé, ça fait beaucoup en bouche. Et puis, du coup, on conseille plutôt de donner une demi-monodose. Alors oui, c'est une bonne réflexion, cuillère en plastique. On conseille exactement une cuillère non métallique parce qu'on remarque justement que le métal, quand ils ont fait ces photopyrianes, avant qu'on parlait avec le halo lumineux qu'il y avait autour, eh bien, quand les remèdes ils sont fabriqués dans des cuves en métal, donc d'une manière industrielle, eh bien, on remarque que le halo il est beaucoup plus petit. Donc maintenant, on se méfie un peu du métal et puis de manière générale, du coup, on évite de donner dans des cuillères métalliques. C'est tout à fait juste. Donc on va plutôt partir dans une cuillère exactement plastique ou porcelaine ou autre. Et puis concernant les gouttes au niveau du mode d'administration, eh bien, on va diluer les gouttes dans un peu d'eau et puis ensuite, on va laisser 30 secondes en bouche avant d'avaler, justement pour qu'il y ait cette bonne imprégnation et puis que l'absorption, l'assimilation se fasse correctement. Les enfants en bas âge, alors ça, on en a déjà parlé avant, l'impossibilité de fabriquer dans l'eau distillée. Alors, c'est exactement de ce que
Cette posologie standard, la dose, c'est-à-dire la quantité de granules qu'on doit administrer à chaque prise du remède, n'est jamais assez petite. C'est ce que disait Hahnemann dans l'organon. Eh bien, on dit 3 granules parce que 3 granules, c'est le standard. Mais pourquoi pas 2, voire 1 granule? Finalement, l'effet au niveau du message énergétique, il est là. Alors, c'est clair que si peut-être ça a été fait d'une manière artisanale, eh bien, un granule, s'il n'a pas été imprégné correctement, on l'a vu avant avec le bleu de méthylène, imaginons qu'on prend le granule mal imprégné, eh bien, à ce moment-là, ça ne ferait pas d'effet. Mais par exemple, dans les laboratoires, il y a vraiment cette triple imprégnation, donc il n'y a pas de risque qu'un granule ne soit pas imprégné. Voici encore une slide de résumé. Donc, justement, pour la posologie, si on part de la gauche avec une basse dilution, eh bien, plus la dilution elle est basse, plus on répète. Donc, on va facilement donner 3 granules ou 3 gouttes, 3 à 6 fois par jour. Le unique va de l'autre côté, vous l'avez compris maintenant, dans la prise unique. Dans les moyennes dilutions, on va partir à raison de 3 granules 3 à 4 fois par jour. Dans les 15 CH, eh bien, on est à 3 granules au maximum 2 fois par jour. Quand on arrive à la 30 CH, on dit qu'il ne faudrait pas prendre plus d'1 fois par jour. Et puis, les 200 CH, eh bien, c'est une prise unique, on attend et on regarde ce que ça fait. La dose de 200 CH, elle peut agir 3 semaines, 4 semaines dans l'organisme. C'est pourquoi on ne répète pas. Donc, plus la dilution est élevée, plus la durée d'action est longue. Alors, bonsoir, peux-tu me dire pourquoi on ne trouve plus Candida albicans mais Monilia albicans en dose homéopathique? En fait, c'est des synonymes. Candida albicans, Monilia albicans, c'est les deux, le champignon, le candida. Donc, peut-être que vous le recevez sous le nom Monilia, mais c'est du candida. Voilà, comme c'est des synonymes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Maintenant, on va voir les posologies à chaque fois en fonction des dilutions. Donc, si vous avez des DH et que vous avez une prescription de 1 DH, oui, comme Actea et Simicifuga, voilà, c'est 2 noms, Actea racemosa et Simicifuga, c'est 2 noms différents, mais ce sont des synonymes, donc c'est finalement la même souche. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Alors, pour en revenir aux posologies, donc, ADH, on est prudent. On est prudent parce qu'on a 10% de principe actif. Donc là, on va donner 10 à 25 gouttes, 1 à 3 fois par jour, selon le poids de la personne et de la plante utilisée. Donc là, c'est la même chose que la peinture mère. On regarde si la plante, elle est toxique. Si elle est non toxique, c'est clair que là, on peut facilement donner 25 gouttes 3 fois par jour. Il n'y aura pas de risque. Et puis, on va quand même adapter au poids de la personne, vu qu'on est quand même dans du pondéral. Dès la 2DH, eh bien, là, c'est la même chose que les CH, tout en sachant qu'on a justement cette correspondance. Un 2DH, ça correspond à un CH. Alors, les DH, elles sont naturellement plus dynamisées que les CH. Donc, elles ont théoriquement, une 2DH aurait une action quand même plus puissante, notamment dans les maladies aiguës, qu'une 1CH. Bien qu'au niveau moléculaire, elles soient équivalentes, mais comme il y a eu plus de succussion, eh bien, ça serait l'effet serait plus fort, plus puissant. Donc, dans des maladies aiguës, si vous voyez dans les complexes, ils mettent souvent des basses dilutions en D pour cette raison, parce que c'est plus dynamisé. Donc ça, on va donner facilement ces dilutions, de basse dilution D pour traiter des symptômes locaux. On n'est pas du tout dans des symptômes psychiques, comme on voyait avant avec un arnica qu'on va donner à 200 CH pour un choc psychique. Quand on donne des basses dilutions en DH, là, on n'aurait pas d'effet si on donnait un arnica, un DH à une personne qui a eu un accident de voiture, puis a eu un choc psychique, ça n'agirait pas sur la personne. La posologie est la même pour les macérats glycérinés. Alors, pas tout à fait, bien qu'il y a des macérats. Alors, les macérats mères, elles sont 10 fois plus concentrés que les macérats glycérinés 1DH. Mais si on prend les macérats glycérinés 1DH, on va partir facilement sur une posologie
1 kilo par jour et par poids. Donc, par exemple, pour une personne qui ferait 75 kilos, on va donner 75 gouttes par jour pour un macérat glycérine et un DH. On répartit ça en 3 prises par jour, donc 25 gouttes matin, midi, soir. Ça, c'est un peu la posologie de base. C'est vrai que c'est assez proche des dilutions qu'on voit ce soir. Les posologies, on n'en parle pas, mais c'est vrai que c'est assez proche. Pour les dilutions corsacoviennes, eh bien, on voit qu'une 30K, c'est considéré comme une basse dilution. C'est d'ailleurs la première dilution disponible, que vous allez vous regarder dans la nomenclature au labo, eh bien, ça part de la 30K. C'est pour ça qu'on parle d'une basse dilution pour la 30K et qu'on va la répéter donc facilement 3 granules 3 à 4 fois par jour, donc comme on va dire presque une 5 CH. La moyenne dilution, donc la 200K, on dit qu'il ne faut pas dépasser une prise par jour, donc 3 granules au maximum une fois par jour. Et puis pour les hautes dilutions, que ce soit une MK, XMK, LMK, CMK, 100 000 K, eh bien là, c'est toujours des prises uniques parce que justement l'action va être très longue dans le temps. Donc ça veut dire qu'on donne, on attend, on observe. Et on dit souvent, quand on donne aux patients un remède de fond, en MK, on va lui dire d'observer, mais avant 3-4 semaines, on ne va rien redonner, à moins qu'on veuille antidoter ou qu'il y ait une raison particulière. On laisse agir le remède dans le corps. Je croyais que c'était 15 gouttes. Vous parliez c'était pour les macérats glycérinés ou pour les macérats. Alors, après, il y a plusieurs possibilités de posologie. Comme toujours, un thérapeute ou un autre thérapeute ne va pas prescrire la même chose. Maintenant, nous, on a cette formule au laboratoire où on va dire donc, que c'est 1 goutte par kilo donc par jour. Donc, c'est un peu la posologie de base, mais c'est tout à fait possible pour un adulte de donner 15 gouttes par prise. Oui. Donc, on a vu que ces dilutions corsacoviennes, comme elles sont plus percutantes, plus puissantes, eh bien, elles sont souvent utilisées pour les urgences, pour les drainages de vaccins, pour enlever un barrage. Justement, on peut aussi donner, par exemple, pour drainer de la cortisone ou autre, on ne va pas facilement partir sur ces dilutions corsacoviennes. Au niveau de la durée d'action, donc on dit plus la dilution est élevée, plus la durée d'action est longue, plusieurs semaines. Donc ça rejoint complètement ce que l'on disait avec les CH. Alors voici la règle de base. Voici ce qu'a écrit Samuel Hahnemann dans l'Organon. Il dit à l'aphorisme 273, remède unique, monopharmacie et substantielle, au cours de tout traitement visant la guérison, il n'est dans aucun cas nécessaire et de ce fait, il est même inadmissible, des fois il avait des termes assez explicites, d'utiliser chez un malade plus d'une seule substance médicinale simple à la fois. Donc, clairement, lui, il était uniciste, il prescrivait qu'un remède. On voit très bien dans la pratique à l'heure actuelle, il y a plein de possibilités de prescrire de l'homéopathie. Il y a aussi la possibilité de donner d'une manière pluraliste, donc ça veut dire plusieurs remèdes qui sont donnés à intervalles. Donc, par exemple, pour une indication de fièvre, eh bien, vous commencez par donner aconite parce que c'est une fièvre élevée, c'est arrivé brutalement, le patient ne transpire pas. Et puis, quelques heures après, le patient il se mettra à transpirer. Et puis là, vous passez à belladone. Ça, c'est faire du pluralisme. Finalement, on donne un remède, puis après un deuxième. Ça, c'est une autre méthode de faire. Donc, Hahnemann, lui, il était vraiment, il était puriste. Donc, lui, il donnait vraiment qu'un remède à la fois. Et puis, il y a encore d'autres manières de donner l'homéopathie, c'est les complexes, donc le complexisme. Eh bien, on met, c'est une soupe de remèdes en basse dilution
qui va être donné plutôt dans ce cas-là pour des pathologies aiguës, hein, souvent. Donc là, il y aura aconite, belladone, ferrum phos, eupatorium, tous les remèdes de la grippe vont être mis ensemble dans un seul remède en basse dilution et donnés ensemble. Donc Hahnemann, là, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Alors, l'homéopathie, qu'est-ce qu'on entend souvent? Oui, alors moi, je ne donne pas d'homéopathie parce que ça agit trop lentement. C'est faux. C'est faux. L'action, elle est très rapide. Si on cible bien, si on donne le bon remède, c'est dans les minutes qui suivent que la personne, elle se sent mieux. Donc, on dit que le remède choisi devrait agir en maximum 2 heures. Si au bout de 2 heures, hein, quand on fait répéter 3 granules toutes les 15 minutes, il n'y a pas d'effet, ça ne sert à rien de continuer. Ça veut dire que soit on a fait fausse route, on n'est pas sur le bon remède, ou en tout cas, il y a un barrage, il y a quelque chose qui fait que ça n'agit pas. Donc, lorsqu'un remède, il est bien choisi, par contre, il peut avoir, et ça, on le dit toujours aux patients, il peut avoir une aggravation thérapeutique passagère. Donc, ça veut dire qu'il va avoir une aggravation, mais elle ne va pas durer dans le temps. L'aggravation, il faut savoir qu'elle ne touche que le symptôme pour lequel on donne le remède. Donc, si vous donnez un remède contre les maux de tête, je ne sais pas, vous donnez glonoïnum, eh bien, l'aggravation, elle va se faire sur ces maux de tête. Elles ne vont pas se faire sur d'autres symptômes du corps, hein, ou déclencher d'autres symptômes. C'est vraiment par rapport à l'indication pourquoi on donne le remède. Et dès la disparition des symptômes ou amélioration très nette, donc le principe de base, eh bien, c'est de suspendre le traitement. Et c'est là que souvent on voit des fois des couacs en homéopathie parce que le patient, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, oh, c'est de l'homéopathie, il n'y a rien dedans, donc on peut continuer à le prendre, ça m'a fait du bien, je vais continuer à le prendre. Et puis souvent, eh bien, on va retomber justement dans une aggravation. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que la difficulté, elle réside dans le choix du bon remède, mais moins dans le choix de la dilution de la posologie. Donc, ne vous arrêtez pas, vous dire, ah, mais je ne suis pas sûre, hein. On a vu ces règles de base, hein. Quand c'est une basse dilution, on répète plus souvent, une haute dilution, on répète moins souvent. Avec ça, ça vous suffit. Et puis, en tenant compte de la règle de fluidifier ou d'inhiber en fonction si c'est une basse ou une haute, ces règles-là de base vous permettent, elles sont suffisantes pour vous permettre de vous diriger. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir donné un 9 à la place d'un 12. Au final, si vous avez trouvé le bon remède, donnez la dilution que vous avez en stock. Ne vous embêtez pas à la commander et que ça va reporter. Il vaut mieux la donner rapidement dans la dilution que vous avez. Dans le cas de l'organothérapie, par exemple poumon, 12 CH, on pourrait prendre sur longue période. Alors, oui, organo, on va plutôt partir sur des encore plus basses dilutions. Hein. Quand on répète comme ça, on stimule l'organisme. Donc, c'est comme cette règle de dilution, les basses dilutions, elles stimulent. Donc là, on va par exemple donner pulmine en 5 CH, 4 CH, et puis ça, on peut le donner sans problème, on dit 3 à 4 mois à la suite. Après, on fait une pause, hein, ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, et puis on reprend 3-4 mois à la suite. Donc ça, c'est sans problème. Avec l'organo, il y a un cours, un webinaire qui sera fait cette année sur l'organothérapie. Et puis là, on va voir justement ces différentes posologies possibles avec l'organothérapie. Maintenant, on passe aux maladies, donc voir quand elle est aiguë et chronique, la différence, comment est-ce qu'on va donc poser les questions à notre patient. Donc, quelles sont les circonstances d'apparition? Ça, c'est la question à ne pas oublier. S'il y a bien une question clé, c'est celle-ci. On parle donc de l'étiologie, la causalité. Pourquoi est-ce que notre patient il est tombé malade? Est-ce qu'il est tombé malade suite d'un coup de froid sec et humide, par exemple suite de tête mouillée, hein, on a belladonna par exemple pour ça. Donc ça c'est une étiologie, ça veut dire pourquoi la personne elle est tombée malade. Et puis c'est déterminant pour le choix du remède, ou justement suite d'un choc émotionnel, hein, ça peut être aussi dans
une pathologie aiguë, hein, tout à coup, la personne elle tombe malade et puis on apprend qu'en fait, elle a eu un accident de voiture, elle a été très choquée. Et puis, suite à ça, eh bien, elle attrape la grippe parce que on parlait avant de cette homéostasie, cette ligne hein, qui doit être toute droite, eh bien là, elle a été cassée et puis la personne, elle tombe malade. Une autre question qu'on va poser, c'est demander s'il y a des symptômes concomitants. Donc, ça veut dire des symptômes qui accompagnent. Par exemple, justement, la question à poser quand la personne elle a de la fièvre, c'est est-ce que vous transpirez ou est-ce que vous ne transpirez pas? Justement, on a vu aconite, belladone. Aconite, il ne transpire pas. Belladone, il transpire. Pourtant, les deux, c'est des fièvres élevées. Donc, cette question, elle va nous permettre déjà de séparer ces deux remèdes. C'est pour ça que ces précisions sont importantes. Et puis, une autre chose à ne pas oublier, on va le voir après dans la croix de Hering, c'est les modalités. Donc, les aggravations, hein, vous avez vu, on demande toujours qu'est-ce qui vous améliore? Est-ce que si vous avez mal au ventre, de mettre une bouillotte chaude, ça vous améliore ou ça vous aggrave? Et toutes ces modalités vont nous permettre de nous diriger, encore une fois, vers le bon remède. Dans le cas d'une maladie chronique, c'est un peu plus compliqué. Hein, quand c'est chronique, comme on le sait, eh bien, ça dure dans le temps. Donc, on a plus de questions à poser et c'est souvent, dans les maladies chroniques, on va plus facilement justement retrouver les patients au cabinet parce qu'on doit lui poser toute une série de questions. On va déjà essayer donc on va faire de l'individualisation, là, très clairement. Donc, on va déjà essayer de déterminer sa constitution de base. Il existe plusieurs constitutions. Ça veut dire vraiment en fonction de son physique, on va déjà le voir, une constitution carbonique, c'est plutôt des gens qui seront larges, trapus, qui auront des os épais. On a des phosphoriques qui sont tout le contraire, qui vont être grands et minces. Ils peuvent manger énormément, ils ne grossissent pas. On a d'autres constitutions, on a les sulfuriques, ce qu'on appelle les normolignes, qui sont un peu plus équilibrés, ni grands ni petits, ni trop gros ni trop minces. On a les siliciques qui se déminéralisent très facilement, etc. Donc, on va déjà chercher cette constitution de base. Et puis ensuite, on va chercher aussi le terrain, donc là, ce qu'on appelle, en homéopathie, on parle de diathèse ou de miasme. C'est finalement la façon dont la fragilité du patient, comment est-ce qu'il fait la maladie. Donc, la psore, par exemple, c'est la gale. Et bien là, la personne, elle aura facilement des démangeaisons, du prurite, ça va gratter. La psychose, on dit que c'est le miasme où on fabrique de la matière. Donc là, on va retrouver les verrues, tout ce qui est excroissance, les condylomes, et ce genre de pathologie. Puis dans la luèse, on dit ça creuse, ça fait des ulcérations. Donc là, on va retrouver, dès qu'il y a une fissure, par exemple, et ça, c'est des gens qui seront de type luétique, qui ont vraiment une tendance morbide pathologique qui correspond à... Donc la luèse, c'est la syphilis. Et en fonction, eh bien, on a des groupes de remèdes, et puis on va se diriger dans ce groupe de remèdes. Et on va poser naturellement beaucoup de questions sur le psychisme. On va essayer de déterminer si la personne elle a de l'anxiété, si elle a des troubles du sommeil, si elle a des rêves. Le thème des rêves, il est très important, justement. Si par exemple, il y a des rêves qui reviennent, je rêve toujours de feu, je me rêve toujours de noyade. Voilà, ça va nous intéresser. Après, dans ces symptômes généraux, on l'a vu avant, c'est tout ce qui concerne la transpiration, la soif. Est-ce que vous êtes de nature frileuse? Est-ce que vous êtes de nature réchauffée? Ça va nous diriger. Les modalités, on en a parlé avant, aggravation ou amélioration. Et puis, on va aussi justement voir en fonction de l'énergie vitale du patient, ce qui veut dire que justement, si une personne elle est malade ou elle a des pathologies, par exemple, des troubles métaboliques, eh bien, on ne va pas la traiter la même chose qu'un jeune patient qui n'aura pas de médication. Question, avez-vous été vacciné contre le Covid? Je ne sais pas si vous demandez à moi ou bien c'est ça. Alors, personnellement, je n'ai pas été vaccinée contre le Covid.
Et puis le Covid, ben, si on en parle, eh bien, on dit que le Covid, c'était vraiment une pandémie. Eh bien, comme toute pandémie, ça crée un miasme. Là, on vient de le voir avec la psore, la psychose, la luèse. Eh bien, il risque d'avoir un nouveau miasme. C'est le miasme du Covid. Ce qui veut dire qu'il y aura des tendances, des nouvelles tendances pathologiques qui vont venir, et notamment ça se répercute sur les générations suivantes. Pardon, c'est une question que j'avais pas compris. C'est une question que l'on doit poser pour les. Je voyais pas le rapport, mais je me suis dit, je réponds quand même à votre question. Poser pour les symptômes. Est-ce que vous êtes vacciné Covid? Oui, oui. Alors exactement, bien sûr. Alors poser les questions toujours. On demande si la personne a été vaccinée. Ça c'est important. Et puis parce que notamment dans le cas, on va le voir après des barrages. Eh bien, on va drainer les vaccins s'il y a barrage. Ça veut dire que le remède homopathique agira moins bien. Donc, pour nous, c'est important de savoir si la personne elle a été vaccinée. Oui. Tout à fait. Et puis, effectivement, ça touche l'immunité. Donc, c'est important de savoir. Alors, dans les maladies chroniques, eh bien, on va hiérarchiser finalement tous ces symptômes qu'on a écoutés pendant la consultation et puis qu'on va insérer dans notre logiciel. Il existe un logiciel pour insérer tous ces symptômes qu'on a reçus pendant la consultation. Et puis, après, on va les hiérarchiser du plus important au moins important. Donc, on a vu, que ce soit pour une maladie aiguë ou chronique, le premier, le plus important, c'est l'étiologie, donc c'est le symptôme circonstanciel. Donc, justement, suite de choc, par exemple. Donc, ça, s'il y a une question que vous devez poser à votre patient, ben, c'est bien celle-ci. Après, les deuxièmes plus importants, c'est les symptômes mentaux, psychisme. Et puis ensuite, on descend les symptômes généraux, les influences alimentaires. Vous avez vu, on demande aussi toujours désir, aversion. Est-ce que on va toujours demander, est-ce qu'il y a quelque chose, quel est votre péché mignon? Alors, c'est clair que si la personne, l'enfant, il répond, j'adore les frites, ça ne nous aide pas tellement parce que d'aimer les frites, c'est commun, c'est banal. Et puis, quasi tous les enfants, ils aiment les frites. Donc, ce n'est pas tellement caractéristique. Et nous, on aime les symptômes qui sont vraiment caractéristiques. Donc, si par contre, un enfant, il vous dit « oui, j'adore les sardines », ça, c'est assez rare chez un enfant. Donc là, on va prendre en compte. Et c'est ça qui nous intéresse dans ces désirs et aversions. Au niveau du domaine sexuel, génital, ça nous intéresse aussi, notamment la longueur des règles, le flux, est-ce qu'il y a des caillots, quelle est la couleur du sang, est-ce que c'est plutôt un sang qui est noir, qui est rouge vif, ça va également nous indiquer un remède ou un autre. Le sommeil, les rêves, on les a déjà vus. Position, par exemple, une personne qui dormirait en position génu-pectorale, qui serait un peu recroquevillée. Si la personne elle dort toujours sur le côté droit, sur le côté gauche, ça va également nous donner une information. Et puis, on a tous ces symptômes locaux, donc une douleur locale à la jambe, eh bien, ça va nous être utile, mais surtout si elle est modalisée, donc surtout si on sait si elle est améliorée ou aggravée au froid ou au chaud, elle avait quelle sensation, si ça tire, si ça a une sensation d'aiguille. Toutes ces sensations vont nous aider à trouver plus précisément dans le répertoire quel est le bon remède. Oui, exactement. Novomeo ou Radar Opus, voilà, sont des logiciels qu'on peut prendre exactement pour répertoriser. Oui, tout à fait. Donc, si on doit résumer, j'espère que cette slide n'a pas été trop bougée. Si on résume, donc, maladie aiguë, donc tout à gauche, ce sont des symptômes locaux. On va donner plutôt des bases dilution et on répète souvent. Au milieu, on a les symptômes généraux où on va donner par exemple une 9CH au niveau de la dilution, une moyenne dilution. Et puis dans la partie à droite, dans les maladies chroniques, on a facilement plutôt des symptômes mentaux, psychiques. Et là, on va se diriger vers des hautes dilutions. Et là, on répète peu, voire on donne qu'une prise unique. Plus le remède est spécifique pour le patient, plus on est dans ce qu'on appelle le 6 millimum, et plus on peut augmenter la dilution.
on parle d'une bonne homéopathicité. Si on a une bonne homéopathicité, ça veut dire qu'on voit beaucoup de... Le remède et le patient ont beaucoup de symptômes en commun. Donc là, on a une bonne homéopathicité, on peut augmenter la dilution. Et puis pour finir, on va voir quelques autres notions fondamentales qui peuvent vous aider pour la prescription. Alors, les lois de Hering, donc il y a 3, et puis elles décrivent l'évolution favorable du malade. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a donné le remède, eh bien, comment est-ce qu'on sait que c'est le bon remède? Ce qui nous aide, c'est de savoir les symptômes, ils doivent se déplacer de haut en bas. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, on donne pour une gastrite, le remède, et puis la personne elle vous dit depuis que j'ai pris votre remède, j'ai mal à la tête, ça veut dire qu'on s'est trompé de remède, c'est pas le bon remède, parce que finalement la gastrite, l'estomac il est plus bas que la tête qui est en haut. Si par contre il vous dit vous donnez le remède pour une gastrite et puis il a une éruption au pied, un panari, eh bien ça c'est très bon parce que donc c'est descendu. Donc il faut que les symptômes se déplacent de haut en bas. Et puis les symptômes, ils vont de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si par exemple aussi vous donnez le remède pour une gastrite et puis que la personne, elle fait un eczéma, eh bien, on lui dit « Ah, mais c'est super !» Ils ne sont pas contents. On dit « Ah, mais c'est génial, c'est super, vous avez un eczéma qui est sorti, qui est ressorti souvent. » Et puis en fait, c'est parce que justement, par rapport aux lois de Hering, ça va dans le bon sens. Donc ça va permettre une guérison durable. Et puis, donc, les symptômes, ils évoluent dans l'ordre inverse de leur apparition. Donc, ce qui veut dire que si l'on donne un remède et puis que ça fait ressortir d'anciens symptômes, c'est très bien. On remonte dans le temps, comme une machine à remonter dans le temps. Donc, par exemple, on peut donner, si on donne de l'arnica, une personne qui aurait eu un arnica en haute dilution, une personne qui aurait eu un accident de voiture, qui aurait eu un énorme bleu à la jambe, eh bien, le bleu peut ressortir des années après lorsqu'on va donner une dose d'arnica en haute dilution. Donc, ce qu'on appelle justement ces symptômes qui reviennent. Et ça, c'est très bon signe, ça veut dire qu'on va vraiment améliorer le patient sur la durée. La pathogénésie, on en a déjà abordé un petit peu avant. C'est justement si un remède il est pris trop longtemps, eh bien, il va développer les symptômes du remède. C'est ce qu'on appelle la pathogénésie. Là, je vous donne l'exemple du camomilla qui est très fréquent et qui trouble la dentition chez les petits. Eh bien, il faut vraiment stopper dès qu'il va mieux, car autrement, il va devenir colérique et insupportable encore plus qu'au départ. Comme là, c'est un remède de la dentition où l'enfant est de type sensible, il ne supporte pas la douleur, il crie, il est colérique. On donne au camomilla, ça va mieux, mais si on continue à le donner alors qu'il ne faudrait le stopper, eh bien, l'enfant va redevenir colérique. Et c'est la même chose, on voit parfois aussi, si on donne de l'ignacia, par exemple, qui est le remède suite de deuil, de chagrin, une personne qui pleure beaucoup, qui a de la peine à se remettre d'un deuil, on va donner Ignacia, ça va lui faire beaucoup de bien. Et puis si elle continue à le prendre, elle le prend trop longtemps, et bien là, elle va de nouveau développer de l'anxiété, des symptômes de pleurs, tout ce qu'elle avait vu disparaître, elle va revenir en force. Donc là, quand c'est comme ça, on doit antidoter. Donc en tout cas, stopper déjà le remède et puis donner un antidote, donner un remède qui va couper l'effet de ce remède. La notion de barrage, justement, c'est ce qu'on discutait avant avec la cortisone, où selon les vaccins, eh bien, ce que l'on appelle barrage en homéopathie, donc c'est lorsque la substance, elle ne peut agir correctement car il y a un élément qui est perturbateur et puis qui empêche la guérison. Donc là, c'est les deux exemples qu'on voit le plus souvent, mais il y a plein d'autres barrages qui peuvent survenir. Et ça, on le voit vraiment donc, au cabinet, on ne va peut-être pas forcément drainer d'office, mais si le remède, on est sûr du choix du remède et qu'il n'y a pas d'amélioration, on redonne le remède, il n'y a pas d'amélioration, on a changé la dilution, il n'y a toujours rien qui bouge, et puis qu'on pense que c'est le bon remède, là, c'est là ça vaut la peine de penser à cette notion de barrage.
Les limites de l'homéopathie, ben, c'est simplement une slide de sécurité hein, pour dire que naturellement qu'on ne pourra pas faire arrêter l'insuline chez un diabétique insulinodépendant. On est bien conscient des limites de l'homéopathie. Par contre, en oncologie, on peut faire beaucoup de choses pour l'accompagnement. Cette année aussi, il y aura un webinaire sur l'oncologie. Et ça, on est vraiment maintenant beaucoup confronté hein, au cabinet avec des patients ou même donc en officine, en droguerie, vous êtes confronté à des patients qui souffrent des effets secondaires des chimiothérapies, de la radiothérapie et aussi hein, au niveau psychique, hein, parce que ben, d'être malade, ça crée du stress, ça crée des peurs, hein, de l'anxiété. Et puis là, l'homéopathie, elle a tout son sens. On peut vraiment accompagner au mieux le patient. On est vraiment dans cette individualisation. Donc, en fonction aussi, on le verra donc dans ce webinaire sur l'oncologie, en fonction du traitement qui est donné, eh bien, il y a des remèdes spécifiques en homéopathie pour aider en fonction de l'organe qui est touché. Donc, en fonction s'il y a une toxicité neurologique, s'il y a une toxicité hépatique ou autre, eh bien, on va donner un remède ou un autre pour améliorer le patient. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, éclairé, en tout cas pour ceux qui débutent. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, même ceux qui continuent à suivre alors qu'ils sont déjà des avérés, je vois. Et puis, n'oubliez pas, là, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement online, donc tous les jours de 14h à 15h30 du lundi au vendredi. Et je vous donne le thème pour la prochaine soirée qui aura lieu le 27 février. Soulager les allergies. Ça sera un thème naturellement de saison. Donc, au plaisir de vous retrouver nombreux. Portez-vous bien et merci pour votre attention. À bientôt. Merci beaucoup pour vos retours. Bonne soirée à tous.